La première chose que je voulais signaler, mais qui l'a déjà été, c'est mon passé de mathématicien auquel je fais référence parce qu'il a éveillé ma sensibilité aux questions de taille que je vais essayer d'évoquer aujourd'hui. Alors vous savez que les mathématiques sont depuis longtemps maintenant divisées en grands domaines qui sont eux-mêmes subdivisés en d'innombrables sous-domaines. Alors mon travail concernait ce qu'on appelle les équations aux dérivées partielles, Partial Differential Equations en anglais, PDEs, si on s'en tient à l'acronyme. Alors l'appellation pourra paraître barbare à certains, mais il faut bien savoir que sans équations aux dérivées partielles, c'est à peu près toute la science moderne, en tout cas toute la physique moderne, qui disparaît, et avec elle l'immense majorité des dispositifs techniques qui nous entourent et qui façonnent notre monde. Alors j'ai plus spécifiquement travaillé sur des équations aux dérivées partielles non linéaires, et c'est sur ce dernier terme, non linéaire, que je voudrais insister un instant. On dit qu'une grandeur varie linéairement par rapport à une autre lorsque la variation de l'une est proportionnelle à la variation de l'autre. Et on parle de linéarité dans ce cas-là, parce que si on trace sur un graphique la courbe de variation d'une grandeur par rapport à l'autre, eh bien on obtient une droite. D'où le fait que l'on parle de linéarité ou de rapport linéaire. Alors lorsqu'on considère un ensemble d'équations linéaires, c'est-à-dire liant de façon linéaire les différentes variables les unes avec les autres, on ne change rien en multipliant toutes les variables par un nombre quelconque. Le problème est invariant par changement d'échelle. C'est précisément ça qui peut caractériser les systèmes linéaires, c'est qu'on ne change rien dans l'étude de ces systèmes lorsque l'échelle change. Il en va tout autrement lorsque les variables sont liées entre elles par des équations non linéaires et peuvent en particulier apparaître des phénomènes particuliers lorsque l'échelle varie, des seuils où soudain se produit ce qu'on pourrait appeler, avec tous les guillemets qu'il faut, une catastrophe. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la théorie des catastrophes de René Thom, qui est un des grands mathématiciens du XXe siècle, qui a eu la médaille Fields dans les années 50. Il ne faut pas prendre catastrophe là au sens, si vous voulez, courant du terme, qui est que quelque chose s'effondre. C'est la catastrophe au sens d'un régime qui change. Alors il peut éventuellement, ce changement peut être un effondrement, donc une catastrophe au sens classique du terme, mais pas forcément. Ça peut être simplement qu'on a un changement radical de comportement. Alors, à titre personnel, j'ai travaillé sur des modèles qu'Alan Turing a élaborés à la fin de sa vie pour comprendre la morphogenèse du vivant. Peut-être un tout petit mot sur Alan Turing, alors là, qui est vraiment une très grande figure du XXe siècle, né en 1912 et mort en 1954. C'est quelqu'un qu'on considère à juste titre comme un des pères fondateurs de l'informatique moderne, d'un point de vue théorique. Il a théorisé par ce qu'on appelle, vous en avez peut-être déjà entendu parler, la machine de Turing, en fait le fonctionnement théorique d'un ordinateur. Alors cela étant, à l'époque, on n'avait pas les composants qui ont permis ensuite de construire ces ordinateurs. Ça n'est venu qu'après la Seconde Guerre mondiale. Mais disons que l'architecture théorique d'un ordinateur avait été élaborée par Alan Turing. Bon, Alan Turing, comme je vous ai donné ses dates, 1912-1954, vous voyez qu'il est mort, il avait même pas encore, il avait 41 ans, et il s'est suicidé. Il a eu des gros problèmes parce qu'il était homosexuel à l'époque en Angleterre. L'homosexualité était un crime. Il a été poursuivi à cause de ça, ça l'a beaucoup affecté. Il s'est suicidé en ayant fait macérer une pomme dans une solution où il y avait du cyanure. Et ensuite, il a mordu dans cette pomme imbibée de cyanure, et c'est comme ça qu'il est mort. Alors après, il y a une controverse pour savoir si le logo d'Apple, justement, est inspiré ou non
de cet épisode? Très probablement oui, même si Steve Jobs a démenti parce qu'une fois que sa firme est devenue très importante, c'était un message un peu macabre qui n'était pas publicitairement excellent. Donc il a démenti, mais en même temps on ne comprend absolument pas l'origine de cette pomme mordue sans cette référence à Turing. C'est en fait un hommage cryptique au fondateur, on pourrait dire, enfin des grandes figures du développement de l'informatique sur le plan théorique au XXe siècle. Juste encore une toute petite parenthèse pour vous montrer l'humour noir de Turing, c'est qu'en fait, Turing avait été très marqué par le conte de Blanche-Neige dans son enfance. Vous savez que dans Blanche-Neige, il y a la méchante reine qui donne à Blanche-Neige une pomme empoisonnée, et puis Blanche-Neige mord dans la pomme, et elle tombe en catalepsie. On la croit morte, alors qu'en réalité, elle est juste en catalepsie, avec le morceau de pomme qui est coincé dans son œsophage. Et puis, à la fin du conte, eh bien, il y a un prince charmant qui arrive, qui l'embrasse, et à ce moment-là, Blanche-Neige revient à la vie. Et donc, Turing, en fait, a fait dans sa mort, finalement, elle est vraiment empreinte d'un très grand humour noir. C'est qu'en fait, il a mordu dans cette pomme en évoquant l'idée qu'un jour, un prince charmant viendrait le réveiller. Bon, mais Alan Turing, à la fin de sa vie, s'était désintéressé de l'informatique. Et donc, comme je le disais, s'était intéressé à la morphogenèse du vivant et à essayer de comprendre par quel mécanisme les formes extrêmement élaborées et diversifiées du vivant pouvaient naître spontanément à partir d'un embryon qui, lui, était très indifférencié. Un de ces exemples de prédilection était l'étoile de mer. Quand on prend une étoile de mer au départ, quand elle est très petite, eh bien précisément, ce n'est pas une étoile, mais un disque. Et si elle gardait toujours sa forme, on ne parlerait pas d'étoile de mer, on parlerait de disque de mer. Mais il se trouve que ce petit animal, qui, lorsqu'il est tout petit, est parfaitement rond, eh bien, quand il grandit, arrivé à une certaine taille, au lieu de rester toujours rond, eh bien, il va, à un certain stade de sa croissance, des branches vont apparaître. Et là, on a un phénomène typiquement non linéaire, une catastrophe, si vous voulez, qui se produit. C'est qu'à un moment donné, on va passer d'une forme ronde à une forme qui perd sa symétrie sphérique au profit de la croissance de branches. En dessous d'une certaine taille, c'est la forme ronde qui est stable, mais arrivé à une certaine taille, une bifurcation, c'est aussi un mot qu'on emploie beaucoup en mathématiques, se produit. C'est une forme avec des branches qui devient stable. Alors, de la même manière, pour donner un exemple très simple, si on considère le pelage d'un dalmatien, eh bien, la couleur du pelage du dalmatien dépend de certains équilibres chimiques à l'intérieur de sa peau, régi par un système d'équations non linéaires. Et lorsque le corps du dalmatien est tout petit, eh bien, la solution stable au système d'équations donne une couleur uniformément blanche. Mais à partir d'une certaine taille, là aussi, nous avons une bifurcation et la solution stable va impliquer l'apparition et le développement de taches noires. Vous avez un bon exemple, ça, dans le film, je ne sais pas si certains l'ont vu, Les 101 Dalmatiens. En fait, Cruella, qui veut se faire un manteau en peau de dalmatien, elle est très contente d'avoir de la nouvelle matière première lorsqu'elle apprend qu'il y a chez des gens qu'elle connaît, il y a une grande portée de petits dalmatiens. Mais quand elle voit les petits dalmatiens, elle est catastrophée puisqu'elle se rend compte qu'ils sont tout blancs, alors qu'elle veut un manteau blanc avec des taches noires. Mais elle est très vite rassurée en lui disant « mais non, mais c'est normal, les dalmatiens naissent tout blancs et c'est seulement à partir d'un certain moment que les taches noires apparaissent ». Mais en fait, si vous voulez, ça n'est pas une horloge à l'intérieur du dalmatien qui dit à un moment donné « hop, les taches noires vont apparaître ». C'est simplement un mécanisme qui est à l'intérieur de la peau qui fait qu'à partir d'une certaine taille, précisément, eh bien, le comportement du système change et au lieu de se comporter de manière uniforme, eh bien, il va se comporter de manière différenciée et on va avoir ces taches qui apparaissent. Alors, au-delà de ces petits exemples, une idée essentielle à retenir de la non-linéarité,
c'est qu'elle implique que le monde n'est pas invariant par changement d'échelle. Et en particulier, il existe d'innombrables seuils où le changement quantitatif entraîne des changements qualitatifs. On pourrait dire que la non-linéarité, c'est un domaine où précisément le nœud entre le qualitatif et le quantitatif est impossible à défaire. C'est un lien qui est extrêmement profond. On peut éventuellement un peu le distendre, mais c'est un nœud qu'on ne peut pas défaire. Il y a une anecdote à ce point de vue-là que j'aime beaucoup. Ça se passe dans les années 1920 à Paris. Il y a deux grands écrivains américains de l'époque qui sont là en train de s'imbiber sérieusement au bar du Ritz, qui sont Fitzgerald et Hemingway. Et à un moment donné, Fitzgerald dit à Hemingway, « The rich are different from us ». Ce à quoi Hemingway répond, « Yes, they have more money ». Voilà. Et alors, dans la réponse d'Hemingway, qui dit oui, enfin, Fitzgerald lui dit les riches sont différents de nous, et Hemingway dit oui, ils ont plus d'argent. On peut le prendre de deux manières, c'est-à-dire on peut le prendre, la première manière, c'est Hemingway qui se moque de Fitzgerald. Fitzgerald qui était assez fasciné par qui pendant toute sa vie a été assez fasciné par les riches, et donc Hemingway lui dit bah non, en réalité les riches ne sont pas différents, c'est juste qu'ils ont plus d'argent. Mais on peut le prendre d'une autre manière, que je trouve plus intéressante, c'est qu'à un moment donné, plus d'argent crée justement une différence qualitative, c'est-à-dire qu'on ne vit plus la même vie que selon la quantité d'argent, à un certain moment précisément, en fait, la condition humaine, on pourrait dire, change de forme à cause de alors que finalement, qu'est-ce qui s'est produit? Ben, on a fait simplement qu'augmenter la quantité d'argent. Donc ça, c'est un processus continu. Et puis, à un certain moment, eh bien, les formes de vie vont changer. Alors, pour ce qui est des changements qualitatifs induits par des changements de quantité, Galilée, des grandes figures fondatrices de la science moderne au début du XVIIe siècle, il s'en était déjà aperçu. Il suffit de lire sa dernière œuvre, qui date de 1638, Discours concernant deux sciences nouvelles. Et l'une des deux sciences en question est la résistance des matériaux, science ô combien importante en architecture, et il s'était rendu compte précisément que la science de la résistance des matériaux était une science hautement non linéaire et où on a des phénomènes qualitatifs liés à des changements quantitatifs. Si, pour prendre à nouveau un exemple très simple qui est examiné par Galilée lui-même, pensons aux géants qui apparaissent dans certains contes pour enfants, 10 fois plus grands qu'un homme ordinaire. Donc si toutes les dimensions d'un homme ordinaire sont décuplées, le volume et le poids de cet homme vont être multipliés par 1000. Alors pour simplifier les calculs, je prends un homme de 2 mètres et de 100 kilos. Vous pouvez penser à Florent Manodou, par exemple. Je crois que c'est exactement ces mensurations. Donc vous prenez un homme de 2 mètres et 100 kilos, et donc vous le multipliez toutes ces dimensions par 10. Donc évidemment, ça va vous donner un géant qui fait 20 mètres de haut, mais sa masse, son volume et sa masse donc, vont être multipliés par 1000. C'est-à-dire qu'il va passer de 100 kilos à 100 000 kilos, ou 100 tonnes. C'est-à-dire à peu près, pour fixer les idées, le poids d'une locomotive. Alors il en résulte que les efforts qui s'exercent par unité de surface de la section d'un os comme le fémur, lorsque le géant est debout, sont multipliés par 10, puisque sa masse elle est multipliée par 1000, et en revanche, la section d'un os comme le fémur, c'est une surface, donc c'est multiplié que par 100. Donc si vous avez une masse multipliée par 1000 qui s'exerce sur une surface qui est multipliée simplement par 100, eh bien, la masse, le poids qui va s'exercer par unité de surface de la section de l'os, elle va être multipliée par 10. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'au premier pas que le géant va faire, eh bien, il va se casser la jambe. Et donc, en fait, les géants des contes sont totalement impotents. Déjà, ils ont énormément de mal à se tenir debout, et au premier pas qu'ils font, c'est la catastrophe, ils s'effondrent. Donc il suffit de ne pas se mettre à côté et on a vaincu le géant. D'une manière générale, des biologistes du XXe siècle comme Darcy Thompson, d'un côté, a un livre très important qui s'appelle Forme et croissance, et d'autre part, un autre biologiste britannique, Haldane, Haldane,
ont montré que pour de simples raisons de physique, telles que celles mises au jour par Galilée, la dimension ne saurait être considérée comme un paramètre secondaire dans la caractérisation d'une forme vivante, puisque la taille détermine dans une large mesure le type d'organisation possible. Pensons, encore une fois, pour aller au plus simple, à la cellule, qui est l'unité de structure du vivant. Et les cellules, elles ont une taille qui est comprise entre 1 et 100 micromètres. Micromètre, c'est 10 puissance moins 6 mètres. Donc ça va, disons, du millième au dixième de millimètre. Bon, pourquoi les cellules ont une taille qui est comprise entre ces deux bornes? Eh bien, c'est que la cellule, elle ne peut pas être trop petite, parce que si elle est trop petite, elle ne pourra pas réunir en son sein les structures moléculaires nécessaires à sa constitution et à son métabolisme. Mais elle ne peut pas non plus être trop grosse, sous peine de ne plus être en mesure d'alimenter ce métabolisme. Pourquoi? Parce que les besoins en nourriture sont plus ou moins proportionnels au volume. Ce que nous avons à nourrir, à entretenir, c'est un volume. Mais par ailleurs, en fait, pour absorber de la nourriture, cette absorption entre l'extérieur et l'intérieur ne peut passer que par notre surface. Et donc, en fait, nos possibilités d'alimentation vont être plus ou moins proportionnelles à la surface que nous avons, d'interaction que nous avons avec l'extérieur. Donc, on a des possibilités d'alimentation proportionnelles à une surface et des besoins en alimentation qui sont proportionnels à un volume. Si vous considérez une forme, n'importe laquelle, et que vous la faites grossir, eh bien, en fait, la surface va grandir comme le carré de la taille, alors que le volume va croître comme le cube de la taille. Et donc, en fait, vous voyez que vous avez, si vous prenez une sphère, par exemple, et c'est bien connu que la surface est en... Si vous prenez R, le rayon, eh bien, la surface est en R au carré et le volume est en R au cube. Mais ça veut dire que le rapport entre la surface, possibilité d'alimentation, et le volume, ce qui est alimenté, c'est en R carré divisé par R au cube, donc en 1 sur R. Et donc vous voyez que quand R devient trop grand, eh bien, en fait, vous n'avez plus assez de surface pour nourrir votre volume. Et c'est pour ça qu'on peut comprendre, indépendamment des mécanismes qui sont mis en jeu, que les cellules, lorsqu'elles grossissent, à partir d'une certaine taille, eh bien, leur manière de grossir, ça n'est plus justement de garder la même forme et de toujours croître, mais c'est de se couper en deux. Et donc on va passer à une division, au lieu qu'on ait une croissance continue de la cellule en taille, eh bien la cellule va, à partir d'un certain moment, se diviser pour redonner deux cellules plus petites qui, elles, justement, ont un rapport entre surface et volume qui leur permet de s'alimenter. Alors, les organismes pluricellulaires sont confrontés au même type de problème et d'une manière générale, le maintien d'un équilibre adéquat entre la surface et le volume au cours de la croissance est l'un des défis qu'a dû relever l'évolution. Les solutions valables à une certaine échelle trouvant vite leurs limites. La taille croissante pose des difficultés qui réclament des structures de plus en plus complexes pour être surmontées, et les animaux les plus évolués ne sont pas de plus grande taille que les moins évolués parce qu'ils sont plus complexes, c'est l'inverse, ils sont plus complexes parce qu'ils sont de plus grande taille. La grande taille n'est pas là pour accueillir la complexité, elle nécessite cette complexité. Pensons encore une fois, j'essaye de prendre toujours des exemples, à des animaux de petite taille comme les insectes. Pour les insectes, l'oxygénation s'opère par simple diffusion de l'air au long de minces tubes en cul-de-sac qui s'appellent des trachées et des trachéoles. Si vous regardez un insecte avec une loupe de fort grossissement, allons jusqu'au microscope, vous apercevrez que la surface de l'insecte, qui à l'œil nu comme ça nous paraît lisse, en fait, elle est percée par des tas de petits trous qui sont l'origine de très fins tubes qui s'enfoncent dans le corps de l'insecte. Et en fait, c'est comme ça que l'insecte s'oxygène, c'est par la diffusion de l'air ambiant à l'intérieur de ces petits tubes.
Mais en fait, cette oxygénation par simple diffusion n'est praticable que sur de très courtes distances, d'où s'ensuit que l'épaisseur d'un corps d'insecte ou d'arachnide ne peut guère dépasser un demi-centimètre, et que dans la réalité, les araignées géantes des films d'épouvante, outre qu'elles n'auraient jamais pu atteindre une telle taille, mourraient séance tenante d'asphyxie. Donc là, c'est comme dans les géants des contes, il n'y a pas à avoir peur. Une araignée comme ça, elle est incapable de s'oxygéner, donc elle meurt tout de suite d'asphyxie. Alors, justement, c'est ça qui limite la taille des insectes. Des animaux de taille supérieure doivent nécessairement avoir un système respiratoire. Et là, vous voyez, l'idée que j'émettais, c'est que quand on croît en taille, eh bien, il y a des nouveaux problèmes qui apparaissent, qui demandent des solutions de plus en plus complexes. Et c'est pour ça que la croissance en taille réclame toujours plus de complexité. Alors on pourrait dire, pourquoi croître en taille à ce moment-là? Évidemment, croître en taille, ça a aussi dans la nature des gros avantages, parce que plus vous êtes gros, moins vous avez de prédateurs. Donc en fait, c'est là, de ce point de vue-là, dans la lutte entre les différentes espèces, les gros sont avantagés par rapport aux petits, ça c'est très clair. Mais en même temps, justement, cette croissance en taille, elle est difficile parce qu'à chaque fois qu'on croît en taille, eh bien, il y a des nouveaux problèmes à résoudre. Par exemple, là, le fait que pour s'oxygéner, eh bien, il faut mettre au point tout un système beaucoup plus compliqué que celui des insectes, qui était simplement d'avoir des petits tubes et puis on laisse l'air se diffuser. Un système respiratoire tel que l'on a avec les poumons, avec un système sanguin, avec oxygénation du sang au contact de la surface des poumons pour aller ensuite transporter l'oxygène partout dans le corps. Vous voyez que c'est d'une très très grande complexité. Et au passage, je note que, évidemment, on retourne toujours sur l'idée du rapport, il faut avoir suffisamment de surface pour pouvoir nourrir, oxygéner, etc., le volume. Et donc, plus les animaux sont gros, plus leur système d'oxygénation et respiratoire va devoir se complexifier. Par exemple, quand je disais qu'un des grands défis qu'a dû relever l'évolution, c'est comment maintenir une surface suffisante d'interaction avec l'extérieur lorsque la taille croît. Bon, ça se pose pour nous. On a l'impression, nous, que notre surface extérieure, c'est à peu près les 2 mètres carrés de peau que l'on a. Pas du tout. En fait, à l'intérieur des poumons, on a à peu près 100 mètres carrés de surface d'interaction avec l'air ambiant. Si on étalait toute la surface des poumons voilà, sur une surface plane, on arriverait à peu près à 100 mètres carrés. Et il faut justement cette complexité de la structure interne des poumons pour qu'il y ait suffisamment de surface de contact avec l'air ambiant qui nous permet ensuite d'oxygéner tout notre corps. De même pour le système digestif, les parois internes, enfin les parois de notre système digestif font partie de nos surfaces externes. Et alors, quand vous avez par exemple un petit ver, lui, il a un intestin, c'est juste un tout petit tube tout droit, c'est très simple, alors que nous, on va avoir des mètres d'intestin, et pour pouvoir abriter des mètres d'intestin, l'intestin est obligé de faire un très très grand nombre de zigzags. Et non seulement ça, mais si vous prenez la surface interne de nos intestins, ce n'est pas du tout lisse, mais c'est rempli de ce qu'on appelle de villosité. C'est un peu le système des serviettes éponges. Pourquoi une serviette éponge essuie bien? Eh bien, c'est parce qu'elle a une très grande surface externe, beaucoup plus grande qu'une serviette normale, parce que en fait, toutes les bouclettes en fait, sont là pour multiplier la surface de contact entre elles et puis un corps étranger, le nôtre en l'occurrence, lorsqu'on sort de la douche. Et donc en fait, vous voyez que là, en fait, on retrouve toujours dans cette idée de rapport entre surface et volume qu'il faut garder dans une fourchette viable. Et lorsqu'on augmente la taille, eh bien, il faut que les structures se complexifient pour pouvoir garder ce rapport viable. Alors, je ne vais pas m'étendre davantage sur ce sujet qui mériterait à lui seul de très très longs développements, mais s'il ne fallait retenir qu'une seule chose, ce serait celle-ci. Pour un organisme, la taille n'est pas un paramètre qui s'ajouterait à son organisation, elle est solidaire de cette organisation. Pour un organisme vivant, la taille fait partie de sa définition. Ça n'est pas, pour un organisme, son organisation, ça n'est pas voilà, un schéma de principe, et puis après qu'on pourrait réaliser à n'importe quelle taille. Non,
le schéma de principe, il est profondément solidaire de la taille à laquelle cet organisme se réalise. Alors bien entendu, la plus grande prudence est de mise lorsque des organismes, on veut passer aux sociétés humaines. Là, évidemment, on peut faire des analogies, mais enfin, il faut se méfier. Les analogies peuvent avoir une très grande utilité heuristique, mais en même temps, elles ne sont pas conclusives. Il faut faire très attention lorsque l'on passe d'un domaine à l'autre au nom d'analogie. Comme l'a écrit Georges Canguilhem, je cite, « Pour l'organisme, l'organisation est son fait, pour la société, c'est son affaire. » Bon, voilà, ça me semble très bien résumer les choses. On a à la fois, on peut faire des analogies entre les corps et puis d'autre part, on pourrait dire le corps social. Hein, dans notre vocabulaire même, on fait cette analogie. Mais en même temps, il faut faire attention aussi à ce qui est différent dans un cas et dans l'autre. Alors il reste que, même s'il faut se méfier de l'analogie, la non-linéarité est partout et que les questions de taille doivent certainement être aussi cruciales dans le monde humain que partout ailleurs, même si c'est sous des modalités différentes. Alors pourquoi avons-nous tant de mal à le reconnaître? Alors une première raison est que, de façon naturelle, nous avons tendance à extrapoler les situations à partir de celles que nous connaissons, sans prendre en compte les changements de régime, les bifurcations, les catastrophes, hein, quelques noms qu'on choisisse, qui peuvent intervenir lorsque nous franchissons certains seuils. Si notre cerveau est tellement porté à la linéarisation, c'est-à-dire à prolonger par linéarité les situations que nous connaissons, c'est que les algorithmes linéaires demandent beaucoup moins de temps de calcul que les algorithmes non linéaires. Or, dans la nature, la rapidité de décision est souvent d'une importance si cruciale que la prise en compte d'effets non linéaires se révèle pratiquement impossible. Cela prendrait trop de temps. On sait bien souvent que souvent, il vaut mieux une mauvaise décision tout de suite que la bonne décision qui viendra trop tard et où de toute façon, lorsqu'elle arrivera, voilà, on sera mort. Donc voilà. Et en fait, il se trouve que les algorithmes linéaires sont les seuls, si vous voulez, qui demandent des temps de calcul très faibles, qui nous permettent justement de prendre des décisions rapidement. Et donc, en fait, notre cerveau, à l'état naturel, c'est une grosse machine à linéariser. C'est bien d'autres choses, évidemment. Je ne vais pas réduire le cerveau à une machine, ce n'est pas mon propos. Mais à l'intérieur du cerveau, il y a des tas de mécanismes assez algorithmiques. Et en fait, ils ne dépassent pas la complexité linéaire, simplement parce qu'il faut que les décisions soient prises rapidement. Dans l'extrême urgence, la linéarisation est la seule stratégie possible. En conséquence de quoi, nous sommes naturellement très portés aux extrapolations linéaires et nous avons beaucoup de mal à anticiper les effets non linéaires. Et donc, vis-à-vis de ces effets non linéaires, nous n'avons que 3 stratégies valables. L'expérience du passé, la prudence, qui fait partie des vertus cardinales, et quand cela est possible et que nous en avons le loisir, la modélisation et le calcul, en ayant éventuellement recours à des machines qui, justement, par leur capacité de calcul beaucoup plus grande que les nôtres, nous permettent d'étudier des phénomènes non linéaires que nous-mêmes avons du mal à appréhender. Alors, une autre raison à la sous-estimation, pour ainsi dire systématique, de l'importance déterminante des questions de taille tient à la progressive autonomisation au cours de la période moderne de ce qu'on appelait d'abord la philosophie naturelle, qui a abouti et qui est devenue la science, ce qu'on appelle maintenant la science, et qui a abouti au XIXe siècle à une séparation quasi totale entre, d'un côté, les sciences, de l'autre côté, les lettres. Alors, selon Heidegger, l'université aurait dû être organisée en 3 grandes facultés, d'un côté les sciences, de l'autre côté les lettres, et puis une 3e faculté qui aurait regroupé mathématiques et philosophie. Alors, comme on le sait tous, les choses ont suivi un cours différent. Au lieu des 3 facultés dont Heidegger aurait pensé l'existence souhaitable, nous n'en avons que 2. Et donc, en fait, avec les mathématiques et la philosophie, il a fallu les verser soit dans l'une, soit dans l'autre.
Et comme vous le savez, les mathématiques ont été mises du côté des sciences et la philosophie a été mise du côté des lettres. Alors, je ne vais pas m'étendre sur les raisons qui ont conduit à ce partage, mais en fait, cette séparation qu'il y a eu entre philosophie et mathématiques, séparation qui n'existait pas jusqu'au XVIIe siècle. Et d'ailleurs, vous le voyez encore au XVIIe siècle, des figures comme Descartes ou Pascal sont à la fois des mathématiciens au sens moderne du terme et des philosophes au sens moderne du terme. Et vous voyez que ce sont les mêmes personnes. Leibniz est encore aussi, à la fin du XVIIe, début du XVIIIe siècle, un très bon exemple de cette non-séparation qu'il y a entre les deux. Cette séparation qui est venue par une spécialisation croissante et qui a été ensuite entérinée et renforcée par l'organisation des études qui a justement s'est organisée autour de cette séparation entre lettres et sciences et en mettant les mathématiques du côté des sciences et la philosophie du côté des lettres. Alors, la philosophie, à partir de ce moment-là, a eu tendance à faire de nécessité vertu et à afficher une indifférence, voire un dédain de plus en plus marqué à l'égard des questions quantitatives abandonnées aux scientifiques et à leurs calculs. Alors elle a des circonstances atténuantes. On conçoit qu'en se faisant la gardienne de l'esprit de finesse contre l'esprit de géométrie, pour reprendre les termes de Pascal, en cherchant à préserver la dignité du non quantifiable au sein d'un mouvement général enclin à assimiler le réel au mesurable, on conçoit que la philosophie ait pu concevoir une certaine répugnance à l'égard du nombre, comme si se préoccuper de quantité était en dessous de sa dignité, comme si elle devait imiter les grands seigneurs du passé qui, dans leur générosité, ne comptaient pas. Mais de ce fait, au moment même où le nombre ne cessait de gagner en importance dans l'évolution des sociétés et la conduite des affaires humaines, les questions de taille, d'échelle, sont devenues une tâche aveugle de la réflexion philosophique moderne et contemporaine. Et cette ignorance est extrêmement délétère. Car de même que chaque forme vivante se développe à une certaine échelle et ne demeure viable qu'entre certaines bornes, de même, la plupart des concepts se sont élaborés à l'intérieur d'un certain horizon quantitatif, explicite ou implicite, au-delà duquel ils perdent leur sens ou deviennent, tout en gardant leur nom, quelque chose de tout à fait différent. Et là, la communauté de termes égare la pensée au lieu de l'éclairer. Faute d'incorporer à la définition des notions et des concepts une échelle de pertinence, la pensée philosophique en vient à obscurcir les réalités qu'elle devait nous permettre de mieux appréhender. Alors là, je prends rapidement quelques exemples. La technique. Le « là » de la technique, justement, est hautement problématique en ce que, précisément, il ignore complètement les différences de régime qui peuvent exister dans la technique au fur et à mesure de ces développements, qui fait que, justement, il se produit des catastrophes au sens mathématique du terme, qui sont complètement gommées, dont on ne s'aperçoit pas lorsqu'on désigne tout indistinctement par le même mot de technique. On emploie le même mot aussi de technique aussi bien pour désigner la taille des silex par les hommes préhistoriques que les centrales nucléaires d'aujourd'hui. Comme s'il y avait une essence de la technique qui se conservait inchangée entre la taille de la pierre et la fission des atomes, comme si une pratique qui ne suppose que des cailloux et l'usage de ses mains était commensurable à un complexe scientifico-industriello-économique très très hautement sophistiqué. En appelant tout cela indistinctement technique, encore une fois, on n'éclaire pas la pensée, on l'empêche de faire œuvre de discernement. Et puis, à ce moment-là, toute objection à tel ou tel développement technique se voit confrontée au chantage permanent. Critiquer une technique contemporaine signifierait être contre la technique en général et donc en revenir à l'âge de pierre, voire en deçà. Alors, il se trouve que, pour reprendre les mots de Kant, rien ici-bas n'est absolument bon sinon une volonté bonne, d'où il découle qu'aucune technique n'est absolument bonne,
et que pour tout type de technique, d'activité ou d'organisation, il existe un seuil au-delà duquel le développement devient contre-productif, c'est-à-dire nuit à la situation qu'il était censé améliorer. Je vais prendre un autre exemple aussi de mots qui égarent, lorsqu'on ne prend plus la peine de relier les mots à des horizons quantitatifs, c'est celui de démocratie, qui est très à la mode. Montesquieu, au XVIIIe siècle, dans De l'esprit des lois, a particulièrement insisté sur l'importance de la taille d'une société quant à la façon dont celle-ci est susceptible de se gouverner. Et il considérait que la démocratie n'était viable que pour de petites populations. Rousseau, autre grand penseur du XVIIIe siècle, était du même avis. Pour Rousseau, le premier réquisite en vue d'un gouvernement démocratique était, je cite, « un État très petit où le peuple soit facile à rassembler et où chaque citoyen puisse aisément connaître tous les autres. » Fin de citation. Donc pour Montesquieu comme pour Rousseau, la démocratie supposait des petites populations et supposait de plus des mœurs simples et sobres. Je cite Montesquieu, « l'amour de la démocratie est encore l'amour de la frugalité. » Fin de citation. Alors les démocraties actuelles, enfin ce que l'on désigne par ce terme, par leur taille comme par leur amour des richesses et leur promotion permanente de la consommation, ne sauraient être des démocraties au sens de Montesquieu et de Rousseau. Et pourtant, cela ne semble gêner personne d'employer le même terme pour évoquer le système politique de l'Athènes du Ve siècle avant notre ère, comme celui de l'Inde contemporaine, comme s'il y avait une essence de la démocratie qui demeurait inchangée lorsqu'on passe d'une population de 400 000 habitants, dont 1/10 seulement de citoyens, à une population de plus de 1,2 milliard d'habitants, avec plus de 700 millions de votants aux élections générales. C'est un peu comme si, alors c'est une analogie que j'aime bien, c'est un peu comme si on employait le même mot pour désigner les tables et les vaches, au prétexte que tables et vaches ont 4 pieds. Comme si leur caractère commun de quadrupède constituait l'essentiel, en comparaison duquel ce qui les différencie par ailleurs n'était que détail. Bon, on voit bien que quelqu'un qui classe les vaches et les tables dans la même catégorie au nom du fait que les deux ont 4 pieds, en fait, se rend complètement aveugle à ce qui est beaucoup plus important, qui est la différence, par exemple, entre un être vivant et un être qui ne l'est pas. À cet égard, les Grecs étaient de bien meilleurs penseurs que nous. Dans sa politique, Aristote affirmait que le bien pour un État, comme pour toute chose, est qu'il ait la taille appropriée à sa nature et à sa fonction. Et pour Aristote, il résultait clairement de l'examen des faits, je cite, qu'il est difficile et peut-être impossible pour un État dont la population est trop nombreuse d'être régi par de bonnes lois. En tout cas, parmi les États ayant la réputation d'être bien gouvernés, sagement gouvernés, nous n'en voyons aucun se relâcher de la vigilance en ce qui touche le chiffre de sa population. Il existe en fait une certaine mesure de grandeur pour un État, comme il y en a aussi pour tout le reste, animaux, plantes, instruments. Aucun de ces êtres, s'il est trop petit ou d'une grandeur excessive, ne conservera sa capacité à remplir sa fonction, mais tantôt il aura entièrement perdu sa nature et tantôt il verra sa condition viciée. Fin de citation. Donc pour Aristote, le nombre de citoyens dans la cité n'était pas un paramètre qui venait s'ajouter après coup au système des lois, il était le préalable qui permettait ou non à un système de lois de remplir son rôle. Et ce serait une erreur de croire qu'il n'y eut là qu'une préoccupation de philosophe, puisque les cités grecques prenaient des mesures concrètes afin de contrôler la taille de la population, en fondant des colonies à même de les décharger de leurs excédents. C'est exactement le système dont je vous avais parlé avec les cellules qui, quand elles grossissent, à un moment donné, justement, au lieu de toujours continuer à grossir, eh bien, elles vont se scinder pour retrouver une taille individuelle viable. Eh bien, les cités grecques, c'était exactement cela, c'est-à-dire que quand elles étaient prospères et que leur population croissait, eh bien, finalement, on demandait à une partie de la population d'émigrer pour aller fonder une autre cité, ce qui permettait à chaque cité de garder une taille qui permettait un bon gouvernement. Nous cherchons en permanence à nous rassembler en des entités toujours plus vastes. Alors ce n'est pas que ces rassemblements soient à condamner en tant que tels, mais à mon sens, ils devraient être l'union de multitudes de communautés plus ou moins autonomes
et non le lieu de dissolution de toute communauté en un unique grand marché qui ne laisse subsister quelques particularités locales que pour mieux uniformiser sur le fond. Et puis enfin, le dernier exemple que je prendrai, je pourrais les multiplier à l'infini, mais de termes pièges lorsque on se rend aveugle aux différences qualitatives induites par les différences quantitatives, c'est le terme de société. On emploie le même terme de société pour désigner aussi bien une tribu de chasseurs-cueilleurs du Paléolithique, comptant quelques dizaines ou centaines d'individus, une cité grecque de quelques dizaines de milliers d'habitants, un petit État de quelques centaines de milliers ou quelques millions d'habitants, et les gigantesques entités politiques contemporaines qui, précisément du fait de leur gigantisme, n'ont plus grand-chose de politique, parce qu'à cette échelle, le politique ne peut à peu près plus rien. Parmi les rares penseurs qui se sont appliqués à souligner les ruptures qui interviennent en cours de route, je citerai le grand sociologue allemand de la deuxième moitié du XIXe siècle, Ferdinand Tönnies, et son opposition qu'il faisait entre ce qu'il appelait Gemeinschaft et Gesellschaft, qu'on traduit en français par communauté et société. Et ce que voyait Ferdinand Tönnies dans l'Allemagne du XIXe siècle, c'était précisément le passage de la Gemeinschaft à la Gesellschaft, de la vie communautaire à la vie dans les grandes sociétés modernes. Et il voyait très bien que c'était deux types d'organisations très différentes, et que donc appeler ça, tout ça, dire voilà c'est le social, c'est la société, eh bien en fait, du coup, on se rend incapable de nommer ce qui est en train de se passer. Il y a la phrase de Camus qu'on répète à satiété, que mal nommer les choses, c'est augmenter la misère du monde, c'est contribuer à la misère du monde. Bon, bah là, en l'occurrence, si vous voulez, quand on met on emploie le même terme de société pour désigner des choses qui précisément changent de nature avec l'échelle, eh bien, je crois qu'on ne rend pas du tout service à la pensée. Je pourrais citer un autre auteur important, dont vous avez sans doute déjà entendu parler, qui est Friedrich Hayek, qui est un auteur très controversé. Vous savez, lui, c'est un défenseur du libéralisme à tout crin. Moi, personnellement, je vous donne ma position. Par rapport à Friedrich Hayek, j'ai beaucoup de points de divergence, mais c'est un auteur qui, en même temps, est extrêmement intelligent et qui donne des arguments très forts. Et donc, c'est extrêmement stimulant de lire Hayek. Et ça peut être beaucoup plus stimulant de lire des gens comme ça, avec qui on n'est pas d'accord, que de lire d'autres personnes avec qui on peut se sentir en accord, mais qui n'ont pas cette profondeur d'argumentation. Donc Hayek oppose les communautés anciennes et traditionnelles aux grandes sociétés modernes ouvertes, ce qu'il appelle, il écrit en anglais « extended order », on peut traduire en français par « ordre étendu ». Je le cite, « Donner le même nom de société à des formations aussi complètement différentes que le compagnonnage d'individus en contact personnel constant et la structure formée par les millions d'hommes qui sont reliés seulement par des signaux résultant des chaînes commerciales longues et infiniment ramifiées, et non seulement égarant sur le plan des faits, mais presque toujours révélateur d'un désir caché de remodeler cet ordre étendu, l'extended order dans lequel nous vivons aujourd'hui, conformément aux idéaux d'un compagnonnage vers lequel nos émotions nous poussent. En fait, selon Hayek, ce qui reste aujourd'hui de la vie communautaire, qui était en fait caractérisait l'essentiel de la vie des personnes auparavant, ce qui reste aujourd'hui de communauté, essentiellement au sein de la famille, et l'ordre étendu réclame de nous des manières de vivre, de penser et des comportements radicalement différents, et ce qui ne va pas sans grande difficulté. Et en fait, on s'aperçoit que ce passage, ce que Tönnies appelle la Gemeinschaft à la Gesellschaft, ce que Hayek appelle le passage du compagnonnage et à l'ordre étendu,
en fait, c'est quelque chose, c'est un changement tellement important que ça n'a, dans aucun contexte, ça n'a été sans grande difficulté. Quand on regarde, c'est quelque chose qui est très récent dans l'histoire de l'Occident. Hein, c'est quelque chose qui commence, on pourrait dire, au XVIIIe siècle et puis surtout qui s'épanouit au XIXe siècle. Mais on regarde que toutes les sociétés européennes ont connu des soubresauts, des révolutions, des épisodes totalitaires, enfin voilà. Et en fait, qu'on peut interpréter comme des crises liées justement à ce passage entre un mode d'organisation à un autre. Et en fait, aujourd'hui, on peut considérer qu'un certain nombre de pathologies auxquelles nous sommes confrontés qui viennent de personnes dans d'autres régions du monde qui sont confrontées de manière peut-être encore plus violente au passage très brutal entre un mode d'organisation et un autre, avec des personnes qui vivent ça au cours de leur vie et qui se retrouvent donc du coup complètement déchirées entre deux modes de rapport aux autres, deux modes de fonctionnement qui sont tellement difficiles à concilier ou qui sont de certaine manière inconciliables que pour essayer de rechercher une unité, eh bien, on peut être tenté d'aller vers des solutions très extrêmes. Je cite Hayek, « En dépit des avantages liés au fait que nous soyons capables, jusqu'à un certain point, de vivre simultanément selon deux ordres de règles et de distinguer l'un de l'autre, la chose est tout sauf aisée. » Et Hayek ajoute, « Si ce n'est que ces conclusions diffèrent grandement de celles de Freud, le propos de mon livre ressemble à celui de Malaise dans la civilisation, hein, qui est un des grands livres de Freud écrit à la fin de sa vie. Le conflit entre ce que les hommes aiment instinctivement et les règles de conduite apprises qui leur ont permis de se développer est peut-être le thème majeur de l'histoire de la civilisation. » Alors là, c'est très curieux parce que vous voyez que pour Freud, le conflit essentiel se situe entre les pulsions individuelles qui nous habitent et les nécessités de la vie sociale. Alors pour Hayek, il dit bien que nous sommes habités par des conflits très profonds, mais pour Hayek, le conflit est d'une autre nature. La tension, selon lui, se situe essentiellement entre des aspirations rémanentes à une vie communautaire et les exigences de la vie au sein des grandes sociétés dans lesquelles nous sommes appelés à vivre, ce qu'il appelle l'ordre étendu. Alors, il est vrai que l'ordre étendu favorise un processus d'individualisation qui lui-même entre en conflit avec les formes de vie communautaire. Dès lors, nos difficultés sont doubles. En tant qu'individus au sein de l'ordre étendu, ce qui reste en nous d'exigences communautaires nous est lourd à porter. Ce qui reste en notre monde d'exigences communautaires, nous est lourd à porter. Nous cherchons à nous émanciper de ces restes de vie communautaire qui nous entravent en tant qu'individus. Mais en tant qu'être fait pour la vie communautaire, parce qu'après tout, en fait, l'être humain a vécu l'essentiel de son temps depuis qu'il est sur Terre dans des conditions de vie paléolithiques, c'est-à-dire dans des petits groupes très communautaires. En tant qu'être fait pour la vie communautaire, la vie au sein de l'ordre étendu se révèle constitutivement incapable de satisfaire un certain nombre de nos aspirations profondes. Donc pour Hayek, alors lui, voilà la conclusion d'Hayek, pour Hayek, nous devons combattre les pulsions qui en nous rendent nostalgiques de la vie communautaire pour nous conformer toujours mieux aux exigences de l'ordre étendu. C'est-à-dire que Hayek reconnaît qu'effectivement, Hayek, c'est un penseur qui, encore une fois, qui est intéressant. Il ne dit pas qu'il n'y a pas de problème dans le libéralisme. Il dit si, il y a un gros problème, c'est que le libéralisme frustre nos désirs que nous aurions d'une forme de communauté avec les autres. Mais ce que dit Hayek, il dit, bah oui, certes, mais il faut l'accepter, parce que si on ne l'accepte pas, eh bien finalement on grippe le mécanisme libéral dans lequel nous sommes, et en fait la société fonctionne mal, et finalement tout le monde va en pâtir. Et donc en fait, Hayek prône une forme de discipline où justement nous devons apprendre en nous à contrer les pulsions communautaires pour nous adapter toujours mieux à une vie en système libéral et à très grande échelle.
Alors on pourrait évidemment, tout en suivant le raisonnement de Hayek, en tirer des conclusions différentes et considérer qu'un ordre qui réclame de nous un tel sacrifice n'est pas souhaitable, quels que soient les avantages qu'il puisse apporter par ailleurs, et qu'il faudrait trouver un moyen justement d'organiser les choses de telle mesure que, de telle manière que nos besoins de vie communautaire ne soient pas complètement frustrés. Alors, quelques remarques maintenant concernant les effets de l'extended order au sens de Hayek, c'est-à-dire l'ordre étendu, c'est-à-dire finalement l'ordre qui caractérise les sociétés dans lesquelles nous sommes appelés à vivre aujourd'hui, sur l'urbanisme et l'architecture. Alors là, j'avoue, je suis très humble sur ce terrain-là. Moi, je n'y connais rien en urbanisme et en architecture, et donc voilà, je ne fais qu'avancer quelques idées, vous les proposez, et après, c'est à vous d'en penser d'en retenir ce qui vous semble pertinent et de rejeter le reste. Alors, pour regarder ces effets, le mieux est évidemment de se tourner vers les États-Unis parce que c'est l'endroit où le processus est le plus avancé. On pourrait dire que deux formations architecturales et urbanistiques retiennent particulièrement l'attention aux États-Unis. Ce sont d'une part les trade centers, composés essentiellement de tours, et d'autre part de gigantesques zones pavillonnaires. Et mon idée, c'est que les deux font couple. Alors, si ça marche, voilà, je montre une image. Là, je l'ai choisie. C'est des images que j'ai trouvées sur Internet, hein, qui n'ont rien d'extraordinaire. Mais enfin, vous voyez, cette image-là, c'est Dallas. Et je l'ai sélectionnée parce que précisément, on a les deux formations dont je parlais. Hein, donc, le Trade Center formé de tours à l'arrière-plan. Et puis, au premier plan, les maisons. Alors là, il y a toutes sortes de suburbs aux États-Unis, plus ou moins selon les moyens financiers. Là, c'est une suburb assez riche, hein, puisque vous voyez, les jardins, les maisons sont assez grandes. Mais en fait, on a la juxtaposition dans l'image de ces deux formations architecturales urbanistiques. Et je pense que les deux, en fait, font couple, parce que les tours sont une expression parmi d'autres des nœuds qui se forment au sein de ce que Hayek appelle l'ordre étendu, l'extended order. Et les banlieues pavillonnaires sont une expression parmi d'autres de la tentative pour les êtres humains plongés dans un ordre étendu décalé par rapport à leurs facultés naturelles, d'aménager à l'intérieur de cet ordre étendu, qui frustre leurs besoins de vie communautaire, d'aménager à l'intérieur de cet ordre étendu un petit espace qui est proportionné à ses facultés et qui se réduit, comme le disait Hayek, essentiellement aux dimensions de la famille. C'est pour ça qu'en fait, ces maisons abritent chacune une famille. Hein, il y a un livre de Christopher Lasch, qui est un écrivain américain du XXe siècle très intéressant. Il a écrit un livre sur la famille qui les caractérise comme un refuge dans un monde sans cœur. Voilà. Et donc, en fait, la famille étant le petit fortin, en fait, qui n'a pas encore été complètement intégré à l'intérieur des flux marchands. Mais auparavant, évidemment, la famille d'abord était beaucoup plus étendue, et même à l'intérieur du village, par exemple, d'un village, les flux marchands étaient très très faibles. Hein, c'était essentiellement sur des échanges, du troc, etc. Et finalement, l'économie monétaire était plutôt dans les échanges entre les différents villages, et donc en fait représentait une très faible partie de ce qui était consommé ou échangé. Et aujourd'hui, en fait, dès qu'on sort de la famille, finalement, on rentre dans les échanges marchands. Alors, le problème aussi, c'est qu'avec le désir de chacun de posséder un espace de ce type, il y a un livre aussi qui est très intéressant d'un Américain qui est toujours vivant, qui s'appelle Kirkpatrick Sale, qui a écrit un très gros livre dans les années 1980 qui n'a jamais été traduit en français, qui s'appelle Human Scale, et qui parle justement de la maison américaine aussi comme une forme de résistance
de l'humain à l'intérieur d'un monde complètement disproportionné. Mais le problème, c'est que comme cette résistance de l'humain à l'intérieur d'un monde disproportionné se fait, si vous voulez, chaque individu cherche à lutter pour lui-même dans son coin en faisant la maison pour sa famille, en fait, ça produit à l'échelle générale une catastrophe qui est la catastrophe des banlieues pavillonnaires qui elles-mêmes recréent à leur manière de la disproportion. Hein, j'ai des images ensuite, vous voyez, ça c'est une banlieue pavillonnaire qui est très récente, construite qui est encore en construction. Hein, vous voyez qu'il y a encore des parcelles à aménager dans la banlieue de Las Vegas. Hein, vous voyez comme c'est... Donc vous voyez que c'est ça le paradoxe, c'est que chacun veut sa maison pour échapper à la démesure générale, et qu'en fait, chacun voulant sa maison, en fait, ça recrée une forme de démesure, parce que quand on voit ce type de quartier, effectivement, même si la maison, elle, est à l'échelle humaine, le quartier, lui, ne l'est absolument pas. Bon, après, je pourrais multiplier hein, ces images assez cauchemardesques. Bon, celle-ci, elle est un peu plus riante, il doit y avoir un peu plus d'argent, donc en fait, il y a un peu d'espace vert. Mais enfin, malgré tout, urbanistiquement, on ne peut pas considérer ça comme, je pense, très satisfaisant. Alors, les grands programmes de logement, qui s'appellent Housing Projects aux États-Unis, grands ensembles en France, ont été, dans une certaine mesure, une tentative de réponse aux problèmes posés par les banlieues pavillonnaires, éviter la catastrophe pavillonnaire. Alors, parmi ces projets, je n'en citerai qu'un, qui est à la fois emblématique dans ses principes et dans son triste destin, qui est le quartier Pruitt-Igoe de Saint-Louis dans le Missouri. Bon, il faut dire aussi, à la décharge de ce programme qui a connu un destin désastreux, c'est que Saint-Louis dans le Missouri est une ville qui confrontée à de très très grands problèmes. En fait, je ne sais pas si vous situez bien Saint-Louis. C'est dans l'État du Missouri, c'est au bord du Mississippi, vraiment à peu près à mi-chemin entre la frontière nord des États-Unis et le golfe du Mexique. Et le Mississippi fait un peu une frontière entre les États-Unis de l'Est et les États-Unis de l'Ouest. Et d'ailleurs, en fait, a été construit, je ne sais plus exactement quand, enfin il y a quelques dizaines d'années, au bord du Mississippi, à Saint-Louis, le monument qui est devenu emblématique de la ville, qui s'appelle la Gateway Arch, parce que Saint-Louis avait le titre de Gateway to the West, c'est-à-dire l'entrée vers l'Ouest. Et donc, ça a été symbolisé par cette grande arche qui a été construite. Donc, Saint-Louis est à la fois à la frontière, on pourrait dire, entre l'Est et l'Ouest, mais aussi, à une époque, a été un peu la frontière entre le Sud et le Nord. Et après la guerre civile américaine, ce qu'en français on appelle la guerre de sécession, il y a des millions de Noirs, d'anciens esclaves du Sud, qui ont migré vers le nord du pays pour aller chercher du travail dans l'industrie, hein, vers Chicago, Détroit, etc. Et beaucoup, en fait, Saint-Louis était un point de passage et beaucoup se sont installés à Saint-Louis, mais en fait étaient des gens donc extrêmement pauvres. Et puis là-dessus est arrivée la Grande Dépression dans 1929, les années 30, qui a créé à Saint-Louis des poches de misère terribles avec des bidonvilles. Bon, voilà. Et donc c'est ça qui permet aussi de mettre en contexte un programme dont je vais parler, là, le Pruitt-Igoe, qui était aussi une manière d'essayer de répondre à une situation extrêmement difficile. D'ailleurs, en fait, la situation à Saint-Louis est toujours très difficile, hein, puisque à l'été dernier, il y a eu des grandes émeutes à Ferguson suite à, vous savez, un jeune noir qui avait été abattu par un policier. Ferguson, c'est une banlieue de Saint-Louis. Hein. La situation est toujours... il y a énormément, c'est un endroit où il y a énormément de violence. Enfin, c'est une ville difficile. Voilà. Alors, le quartier Pruitt-Igoe de Saint-Louis. Alors, attendez. Voilà, c'est ça. Dans le Missouri. Alors, c'était un ambitieux programme de logement social, hein, qui a été entrepris dans les années 1950, qui comprenait 33 bars de 11 étages et 2870 appartements.
Et il portait le nom de Wendell Oliver Pruitt, qui était un pilote de chasse afro-américain de la Seconde Guerre mondiale, et de William Leo Igoe, un ancien élu démocrate à la Chambre des représentants. Et cette double dénomination était due au fait qu'au début des années 50, la ségrégation raciale dans le logement était encore en vigueur dans l'État du Missouri. Elle s'est trouvée d'ailleurs abolie peu de temps avant l'achèvement du programme. Alors le quartier avait été pensé selon tous les préceptes du mouvement moderniste et a valu à son architecte, l'Américain d'origine japonaise Minoru Yamasaki, une grande réputation, et dans les années suivantes, une avalanche de commandes de grande ampleur jusqu'au World Trade Center. C'est pour ça que voilà, il y avait l'image auparavant. Les deux plus grands programmes réalisés par Minoru Yamasaki au cours de sa vie, c'est le World Trade Center de New York, donc avec les Twin Towers, et puis il y a des tours derrière qui sont masquées, parce que c'était tout un ensemble. Là, au premier plan, ce n'est pas le World Trade Center, c'est le WFC, c'est le World Financial Center. Et puis derrière, vous avez le World Trade Center, qui est un ensemble de 7 bâtiments, dont les 2 bâtiments emblématiques que sont les Twin Towers. Mais le bâtiment rouge que vous voyez ici, là, en fait, c'est le WTC 7, qui s'est également écroulé le 11 septembre 2001. Bon, voilà, donc Yamasaki, ça c'est la plus grande réalisation de sa vie, mais si on lui avait confié ce programme, c'est qu'il s'était déjà fait connaître par des réalisations auparavant, dont le Pruitt Igoe. Donc, comme je le disais, ce quartier avait été encensé au moment de sa construction. Par les vertus de son agencement, il était censé procurer à ses habitants une vie meilleure, et il s'est révélé à l'usage un échec complet, puisque à peine terminé, le quartier a commencé à se dégrader, et le délabrement a été si rapide que malgré les commissions appelées à réfléchir aux moyens d'enrayer cette dégradation et les sommes dépensées, qui ont été assez considérables, la destruction a été entreprise dès 1972, c'est-à-dire moins de 20 ans après l'achèvement de sa construction. Donc vous avez ici une autre vue aérienne du quartier qui a l'avantage de montrer qu'il ne s'insère pas très bien dans son environnement. Et par ailleurs, vous voyez le Mississippi qui coule à l'arrière-plan, hein, qui montre qu'effectivement on est bien à Saint-Louis. En fait, en 1976, la dernière barre, c'est-à-dire à peu près 20 ans après l'achèvement du programme, la dernière barre avait disparu. Et alors, Pruitt Igoe, depuis, est un exemple emblématique des erreurs architecturales monumentales qui ont été commises à l'époque de la modernité triomphante. Et qu'on pourrait l'essence de cette erreur, ça pourrait être que ne pas avoir compris qu'une habitation, au sens plein du terme, ne saurait se définir par le seul fait de disposer de quelques dizaines de mètres carrés avec eau et électricité. L'habitation doit certes séparer du monde ambiant, représenter une protection et une séparation par rapport au monde ambiant, mais en même temps ouvrir sur le monde ambiant et y inclure ses habitants. Or, le gigantisme et l'artificialité radicale du programme empêchaient les habitants de s'approprier les alentours de leur domicile et de tenir à distance la délinquance qui allait jusqu'à la porte de leur appartement. Policiers et pompiers ne se rendaient plus sur les lieux pour ne pas risquer d'être assommés ou tués par les projectiles qui leur étaient lancés depuis les étages supérieurs. Et le climat était si détestable qu'il poussait toute personne qui en avait la possibilité à quitter le quartier, dont l'état, après ses départs, se détériorait encore un peu plus. Alors certes, même après la complète faillite du programme, il s'est encore trouvé des personnes pour en défendre l'esprit, pour dédouaner l'architecture de toute responsabilité et incriminer exclusivement la pauvreté. Alors il reste que d'autres zones d'habitation aussi pauvres, mais autrement organisées, n'ont pas connu un destin aussi lamentable. Le point le plus marquant concernant Pruitt Igoe est qu'un quartier qui, lors de sa construction, avait été présenté comme à la pointe du progrès, n'est, je le répète, moins de 20 ans plus tard, mérité d'autre sort que la démolition.
inaugurant une longue suite de destructions du même genre. En fait, ça a été la première campagne de démolition qui a frappé ce type de quartier et qui a beaucoup marqué les Américains parce que ça a été télévisé. Hein, et donc, en fait, voilà, vous avez... Et là, vous voyez apparaître tout au sommet, une fois que la barre a disparu, le sommet de l'arche dont je vous parlais tout à l'heure, qui est au bord du Mississippi. L'architecte Charles Jenks, en 1977, en a tiré cette conclusion. Je cite, « L'architecture moderne est morte à Saint-Louis, Missouri, le 15 juillet 1972 à 3h32 de l'après-midi, quand le tristement célèbre programme Pretigo, plus exactement plusieurs de ses bars, ont reçu le coup de grâce en étant dynamités. » Fin de citation. Et c'est de cette destruction que Jenks date l'entrée dans une nouvelle époque, la post-modernité. Encore une petite précision à propos de ces dynamitages. Vous en avez des très belles images dans un film qui est sorti au début des années 1980 qui s'appelle Koyaanisqatsi, qui a un nom assez barbare. C'est un nom, enfin pour nous, c'est un nom qui vient d'une langue indienne et qui veut dire vie déséquilibrée, voilà, vie comment vous dire, déréglée, voilà, et qui doit conduire à la ruine. Et en fait, c'est un film sans parole. Ce n'est qu'une suite d'images, souvent filmées d'ailleurs soit au ralenti ou en accéléré, avec de la musique répétitive derrière de Philip Glass. C'est un film qui est très très beau esthétiquement, qui a eu beaucoup de mal à sortir sur les écrans, mais qui a finalement été produit par Francis Ford Coppola et qui est devenu un peu un classique du cinéma. Et il y a une séquence, justement, toute une séquence qui montre l'effondrement de ces tours. Peut-être que, je ne sais pas si... Attendez, je peux vous en montrer quelques images. Oui, c'est ça.
Bon, j'arrête ici. Après, justement, vous avez toute une suite d'effondrements qui apparaissent dans le film. Et justement, c'est intéressant, c'est que c'est Pruitt-Igoe qui a été le premier, justement, de ces dynamitages qui ensuite ont eu une très grande postérité. Et donc, en fait, c'est de ce dynamitage que Jenks date l'entrée, comme je le disais, dans une nouvelle époque, la postmodernité. Alors, je ne vais pas du tout entrer dans les débats. C'est Koyaanisqatsi. Je vais essayer de ne pas faire d'erreur, de faute d'orthographe. Je crois qu'il y a deux A. Voilà. Ça doit être ça. Et c'est de Godfrey. Alors j'espère pas de faire de faute d'orthographe non plus. Godfrey Reggio. Je crois que c'est sorti en 82, je crois, quelque chose comme ça. Donc je ne vais pas entrer dans les débats très fournis autour de ce qu'il faut entendre par le terme de postmodernité, mais je me contenterai de dire qu'avec maintenant quelques décennies de recul, le changement d'époque annoncé par Jenks à la fin des années 1970 semble se confirmer, même s'il demeure assez délicat de le caractériser avec exactitude. Alors cette difficulté me paraît liée au fait que l'époque postmoderne dans laquelle nous sommes entrés est hautement composite, parce que d'un certain point de vue, elle mériterait le qualificatif d'hypermoderne, en tant qu'elle radicalise encore la dynamique moderne, tandis qu'elle est en même temps marquée par des doutes grandissants sur les bienfaits que cette dynamique était censée apporter. Selon moi, la postmodernité est une combinaison de modernité radicalisée et de doutes sur la légitimité de la modernité, d'hypermodernité et de sentiment que quelque chose est pourri au royaume de la modernité. Alors, le fait de mettre en cause la modernité, cette dernière position n'a en elle-même rien de nouveau, elle est aussi ancienne que la modernité elle-même. Ce qui compte ici n'est pas son existence, mais son extension, que ce sentiment ne soit plus le fait d'une minorité d'opposants, mais une atmosphère d'époque. Ce qui rend, à mon sens, si difficile à caractériser le passage de la modernité à la postmodernité, c'est que ce passage ne résulte pas d'une révolution dans les catégories de la pensée, d'un bouleversement des principes, comme cela a pu être le cas lors de l'avènement de la modernité, mais est induit par ce que j'appelle une question de taille. C'est la modernité elle-même qui, à force d'avancer, finit par devenir autre chose. Et c'est pour ça qu'on a du mal à saisir justement ce qui se passe, parce qu'on est toujours habitué justement à voir les changements en termes directement qualitatifs. Or, en fait, il y a bien un changement qualitatif, mais qui est induit non pas par une révolution dans les manières de penser, mais simplement qu'on franchit certains seuils dans le développement qui font qu'on débouche sur quelque chose de différent. C'est la modernité elle-même qui, à force d'avancer, finit par devenir autre chose qu'elle-même. Notre désarroi idéologique tient au fait que lorsque nous sommes confrontés à des situations manifestement mauvaises engendrées par ce qu'on appelle le développement, nous nous sentons pris dans une alternative, ou bien demeurer fidèles aux principes qui ont inspiré ce développement, mais alors nous nous trouvons grandement démunis face aux maux et aux malheurs engendrés. Il faut les passer par profits et pertes, tant pis, voilà, on est fidèle aux principes et on continue. Ou bien, au nom de ces maux et de ces malheurs, rejeter les principes, mais alors toute certitude, tout appui viennent à nous manquer et nous nous trouvons précipités dans une grande détresse morale, nous ne savons plus que faire. Et il me semble que pour échapper à cette triste alternative, qui est soit de renoncer aux principes au nom de ce qui ne va pas, soit jeter à la poubelle les principes au nom de ce qui ne va pas, mais à ce moment-là, on ne sait plus quoi faire, il faudrait déplacer la question, s'interroger non pas sur les principes, mais sur leur échelle d'application.
ou si l'on veut, inclure l'interrogation sur les échelles pertinentes parmi les principes de base. En général, aujourd'hui, quand quelque chose ne va pas, cela ne vient pas de principes qui seraient mauvais, mais de ce que l'on applique les principes de manière inconditionnée, sans tenir compte des seuils à partir desquels ce qui était bon devient destructeur. À l'heure actuelle, la plupart des maux qui nous accablent sont liés, de près ou de loin, c'est ma conviction en tout cas, à des questions de taille. La thèse centrale de l'ouvrage majeur de Léopold Kohr, alors je vais écrire son nom, parce que c'est quelqu'un qui n'est pas du tout connu en France. C'est quelqu'un qui est autrichien d'origine, qui est né en 1909, près de Salzbourg, en Autriche, qui en 1938 a quitté l'Autriche pour les États-Unis parce qu'il ne supportait pas de vivre dans l'Autriche post-Anschluss. Donc il est parti vivre aux États-Unis où il a enseigné dans différentes universités, à Rutgers, puis à Porto Rico. C'est quand il était professeur à Porto Rico qu'il a fait la connaissance d'Illich, et c'est à ce moment-là que le rapport entre les deux s'est instauré. Et puis, après sa retraite, en 1973, il est revenu en Europe, où il s'est installé au Pays de Galles, et où il est mort en 1994. Et il a été l'un des premiers à recevoir le prix Nobel alternatif en 1983. Voilà, et son grand livre, ça s'appelle « The Breakdown of Nations », l'effondrement des nations. Alors, ce qu'il visait dans ce livre-là, c'était pas n'importe quelle nation, mais les nations qui, d'après lui, étaient devenues trop grosses. Donc il prédisait un effondrement. C'est un livre qui a été écrit en 1957 et qui, là encore, n'a pas été traduit à ce jour, n'a toujours pas été traduit, plus de 50 ans après, n'a pas été traduit en français. Donc ce que je vais vous dire, c'est mes traductions personnelles du livre de Léopold Kohr. Une de ses thèses principales dans ce livre, je vous la donne telle qu'elle. Il semble qu'il n'y ait qu'une seule cause derrière toutes les formes de misère sociale, la taille excessive. En anglais, bigness. Je continue. La taille excessive apparaît comme le seul et unique problème imprégnant toute la création, partout où... Alors là, voilà, c'est la phrase massue. Partout où quelque chose ne va pas, quelque chose est trop gros. Fin de citation. Alors l'assertion, comme on le voit, dans sa prétention à l'universalité est forcément exagérée. Ce qui est bon n'est pas le petit, mais le proportionné. Alors pour la technique, on pourrait dire qu'une proportionnalité est à respecter entre les moyens. Vous voyez, parce que la technique, j'ai critiqué tout à l'heure l'usage qui était fait de la technique sans faire la différence entre les différents stades de la technique, toutes les différentes techniques. Et il est complètement stupide d'être contre la technique en tant que telle, mais il est très dangereux d'être un idolâtre de la technique également en tant que telle. Et il faut avoir un critère de discernement pour savoir si la technique est bonne ou mauvaise. Alors, un des critères qui était proposé par Illich, c'est qu'une proportionnalité est à respecter entre les moyens et les fins, d'une part, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir de déchaînement technique pour remplir des tâches frivoles ou qui pourraient être accomplies plus simplement. Et puis, il faut également respecter une proportionnalité entre les fins poursuivies et les facultés de l'être humain. Ce qui veut dire que la technique devrait demeurer commensurable avec les facultés humaines, sans quoi la technique finit par humilier et asservir l'être humain qu'elle était censée servir. Il faut noter que ce principe est souvent critiqué au nom du fait que ça veut dire qu'à partir d'un certain moment, un certain stade de développement, eh bien, on serait bloqué, la technique ne pourrait plus évoluer. En fait, je pense que c'est plus subtil que ça. Ce principe de proportionnalité ne met aucune limite à l'ingéniosité humaine. Il y a toujours certainement des meilleurs moyens de tirer parti de nos facultés grâce à des dispositifs techniques qui restent malgré tout en continuité avec nos facultés naturelles, qui exaltent nos facultés naturelles au lieu de les ridiculiser. Et sans doute que si on a fait si peu de progrès dans ce type de technique que Illich appelait convivial, c'est que l'essentiel de l'ingéniosité depuis 2 siècles s'est dirigé vers le fait de développer des techniques toujours plus puissantes
et non pas des techniques qui, encore une fois, soient en continuité avec les facultés humaines. Alors pour la société, il s'agirait de l'organiser en respectant les proportions qui permettent l'épanouissement et la fructification de ce que les Grecs appelaient l'anthropos, en tant que ce que toujours les Grecs appelaient le zoon politikon, le vivant humain, l'être humain en tant que vivant politique. Le mérite de la proposition de Léopold Kohr, que je vous rappelle, à chaque fois que quelque chose ne va pas, partout où quelque chose ne va pas, quelque chose est trop gros. Le mérite de la proposition de Kohr est qu'à notre époque, dans un monde qui est en proie au gigantisme et aux excroissances monstrueuses, elle met le doigt sur ce que je considère comme étant un mal central. Je cite Léopold Kohr, « Les jeunes gens d'aujourd'hui n'ont pas encore compris que le changement sans précédent qui marque notre temps ne tient pas à la nature de nos difficultés sociales, mais à leur échelle. Comme leurs aînés, ils n'ont pas encore pris conscience que ce qui importe n'est plus la guerre, mais la grande guerre. Pas le chômage, mais le chômage de masse. Pas l'oppression, mais l'amplitude de l'oppression. Pas le pauvre dont Jésus a dit qu'il serait toujours parmi nous, mais leur scandaleuse multitude. » Fin de citation. Et vous voyez, là, en fait, Kohr lie justement nos questions, non pas, encore une fois, à des questions d'essence, de principe et de nature, mais d'échelle d'application. Pour Kohr, je cite encore, « Il n'y a pas de détresse sur terre qui puisse être soulagée, sauf à petite échelle. Dans l'immense, tout s'effondre, même le bien, car, comme il apparaîtra avec de plus en plus d'évidence, le seul et unique problème du monde n'est pas le mal, mais la taille excessive, et non pas la chose qui est trop grande, quelle qu'elle puisse être, mais sa grandeur elle-même. C'est pourquoi, par l'union ou l'unification qui augmente la masse, la taille et la puissance, rien ne peut être résolu. Au contraire, la possibilité de trouver des solutions diminue au fur et à mesure que le processus d'union avance. Pourtant, tous nos efforts collectivisés et collectivisants semblent précisément dirigés vers ce but fantastique, l'unification, qui bien sûr est aussi une solution, la solution de l'effondrement spontané. » Fin de citation. Alors, la direction inverse à celle que dénonce Kohr d'aller vers le toujours plus gros, et celle qui a pris le nom aujourd'hui de décroissance. Alors, cela étant, ce mot est problématique puisqu'il a de la négativité en lui. On ne doit jamais oublier que le caractère apparemment négatif de la dite décroissance ne devrait être que la traduction conjoncturelle d'un principe positif, qui est la recherche des bonnes proportions de ce que, dans un dialogue tardif de Platon, qui s'appelle le Philèbe, les protagonistes s'accordaient à désigner comme le souverain bien, la mesure, ce qui est mesuré et opportun. C'est extraordinaire dans ce dialogue de Platon parce qu'en fait, on a deux concurrents, on peut dire, qui se rencontrent. On a d'un côté Socrate et de l'autre côté Philèbe et un de ses disciples dont le nom m'échappe sur le moment, qui vont discuter de ce que c'est que le souverain bien. Et alors, Socrate arrive avec l'idée que le souverain bien, c'est la sagesse dont il serait un peu l'incarnation. Et puis, de l'autre côté, vous avez, vous voyez, la sagesse, la connaissance, voilà, ces vertus intellectuelles. Et puis, de l'autre côté, vous avez Philèbe et son disciple, c'est d'ailleurs le disciple essentiellement qui parle, qui vont défendre que le souverain bien dans la vie, c'est le plaisir. Comme on dit, se faire plaisir, selon l'expression très en vogue aujourd'hui. Alors les deux vont amener leurs arguments. Alors comme on pouvait s'y attendre, c'est plutôt Socrate qui va avoir l'avantage sur ses contradicteurs. Mais en même temps, ce qui est extraordinaire, c'est que finalement, dans leur discussion, les deux vont convenir qu'en réalité, c'est ni l'un ni l'autre qui détient le souverain bien, c'est que le souverain bien, c'est un troisième terme très inattendu qui apparaît, et que justement ce troisième terme qui apparaît à la fin et qui s'impose comme étant le souverain bien, je l'ai dit déjà, c'est la mesure, ce qui est mesuré et opportun. Et donc en fait, il n'y a pas, si vous voulez, de valeur suprême substantielle. En fait, le souverain bien, c'est dans le respect précisément d'une certaine mesure en tout. Et donc, en fait, d'une certaine manière, le
Socrate défendant la sagesse, la connaissance, etc., et puis ces contradicteurs qui défendaient les plaisirs, en fait, d'une certaine manière, ils ont tous les deux raison, enfin, ils défendent tous les deux des biens, mais justement, le souverain bien, c'est d'agencer correctement les choses les unes aux autres pour construire un monde équilibré et mesuré. Voilà, et donc ça, c'était quelque chose qu'on voit exprimé en moins 400 avant Jésus-Christ, et qui, je pense, serait tout à fait digne de nous inspirer aujourd'hui dans tous les domaines, et également dans les domaines certainement de l'urbanisme et de l'architecture, à travers les quelques exemples que j'ai pu donner. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter aujourd'hui et je vous remercie de votre attention.